parole est au docteur Didier Leger, urologue, chirurgien, vice-président du syndicat des médecins de l'Isère, vice-président du conseil départemental de l'ordre des médecins et président du syndicat national des urologues. Bref, tu es comme un couteau suisse, multifonction. Merci. Bonjour à tous, merci de votre accueil, merci à Philippe, merci à Jean. D'abord, merci à Agnès, je crois où Agnès est partie. Je ne la vois plus, mais voilà. Agnès, elle a ouvert son cabinet il y a plus de 15 ans. Contre vents et marées, on s'est battu pour le maintenir, alors tout le monde roulait sa peau. Et aujourd'hui, c'est 50 000 passages par an. Et si la médecine libérale n'avait pas permis ça, aujourd'hui, ça des urgences devrait gérer 50 000 passages de plus. Donc c'est impossible. Et la médecine libérale a été capable, puisque c'est un peu la position que vous m'avez demandé, de défendre la médecine libérale, de dire que la médecine libérale, elle peut faire preuve d'intelligence et de dévouement. Je regrette qu'Agnès Capéran, lorsqu'elle a présenté son projet, n'ait eu aucun financement, aucune aide, et que des gens qui ont essayé de la battre pendant des années. Il y a des moments difficiles. Je suis admiratif qu'on a failli la perdre, je pense, par épuisement professionnel dans l'indifférence générale. Donc 50 000 passages, c'est énorme. On a eu une crise récemment, et je fais cette remarque-là en sous-préfecture, quand on a voulu supprimer une ligne de crédit pour SOS médecins et un poste de garde pour 40 000 € d'économie. Le temps des urgences est passé à ce moment de 4 heures à 12 heures d'attente parce qu'on a supprimé un effecteur de terrain des SOS. Donc en fait, la permanence des airs médicaux, la permanence des soins, la continuité, c'est d'abord un problème économique, géré parfois par des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter les professionnels de terrain, ou qui nous convoquent à des heures à l'ARS à Lyon, où on ne peut pas y aller puisque c'est de 9 h à midi, et que nous, entre 9 h et midi, on est dans nos cabinets, en train de travailler ou en train d'opérer, ou pour les collègues hospitaliers, en train de consulter. Donc la médecine doit être faite par des médecins, au service des patients, et aidée par des financeurs, et pas l'inverse. Et beaucoup de projets sont portés par certains financeurs, sans même avoir écouté ni les patients, ni les médecins, ceux qui vont faire le soin demain. Alors, ils m'ont demandé de traiter que faire face aux déserts médicaux en 10 minutes. Soit 10 diapos, j'en ai fait 200, et donc on est là jusqu'à 22 h, et on passe un bon moment sur les déserts médicaux. On ne peut pas régler les problèmes des déserts médicaux en 10 minutes. C'est impossible. Je ne vais donc que partager avec vous que quelques informations, quelques réflexions, puisque ça fait 25 ans que je préside des syndicats, les syndicats des internes d'abord, puis des chefs. J'ai combattu toutes les lois santé pour essayer de faire que les lois santé soient au service des patients et non pas au service de certaines administrations. C'est mon positionnement et tu le connais bien. Je vais peut-être changer de... Il marche les autres aussi, non? Je vais essayer comme ça. Je vais essayer. Bon. Donc, très vite, quelques informations à partager. Les déserts médicaux, est-ce que c'est un problème de démographie? Est-ce que c'est un problème structurel? Est-ce que c'est un problème de droit? Ça fonctionne. On va en parler puisque le corps médical évolue considérablement et nos confrères aujourd'hui ne sont plus du tout sur le modèle des anciens. Le dévouement en 80 heures, 90 heures par semaine, c'est terminé. Donc ils veulent aussi une qualité de vie et cette qualité de vie est-elle compatible avec ce que les institutions attendent de notre travail? La démographie, pour faire vite, on n'a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui. Donc c'est probablement pas un problème démographique. On est passé de 112 000 médecins en 79 à 215 000 aujourd'hui. Alors sont-ils dans le soin, sont-ils dans autre chose? C'est peu. Mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement un problème de démographie. Alors, la région Rhône-Alpes, comment on se positionne en Rhône-Alpes? Est-ce qu'on est défavorisé? Eh bien non, on est parmi les régions en France où il y a le plus de médecins. Et pourtant, on est en crise. Et quand on parle de déserts médicaux, je rappelle que Paris est l'une des régions aujourd'hui la plus désertique pour l'accès aux soins en médecine générale, premier recours, ou pour même accès aux spécialistes. Donc quand on me dit qu'on va rendre obligatoire des installations au cœur de Paris peut-être, mais surtout dans certaines campagnes, là, toutes les mesures coercitives iront à l'échec. C'est une mauvaise analyse, parce qu'aujourd'hui, même notre région, l'Isère, est en déficit d'accès aux soins, en particulier en spécialistes ou en médecins traitants. On va y revenir tout à l'heure. Donc, sur l'Isère même, en pratique, le nombre de médecins installés dans l'Isère est en augmentation. Vous voyez, c'est toutes les zones oranges. Alors, on peut dire qu'il y a quand même un déficit aujourd'hui, essentiellement en médecins généralistes, puisqu'aujourd'hui, les médecins généralistes, sont en train de diminuer. La couleur a changé sur l'ordre national. Les spécialistes augmentent, les médecins généralistes diminuent dans la région. On peut dire aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes que 79% des diplômés sont des diplômés français, 10% européens, 10% extra-européens. Et en gros, on voit que la médecine libérale représente 31%. En fait, il y a plus de chirurgiens libéraux qu'à l'hôpital, il y a plus de médecins généralistes qu'à l'hôpital, mais il y a plus de spécialistes médicaux à l'hôpital
qu'en libéral. Moyennant quoi, le libéral représente aujourd'hui environ 30% de l'accès aux soins, et on verra tout à l'heure que supprimer ces 30%, c'est folie, et ça nous mènerait dans une crise sanitaire sans précédent. Alors, on voit, et ça c'est nouveau, que le nombre de médecins remplaçants inscrits à l'ordre de l'Isère est en train de diminuer, ce qui est inquiétant, parce que soit ils sont partis de la région, soit ils sont du salarié, soit en tout cas ils sont en incapacité d'aller aider les libéraux et les remplacer. Ce qui veut dire que comme les médecins aujourd'hui ont des droits aux vacances, des droits au congé, des droits au pont, des droits à se reposer le week-end, il n'y a pas de remplaçant pour les épauler, donc la médecine libérale dans ces périodes-là s'effondre, et au mois d'août, je pense que le droit de nos concitoyens à prendre des congés domine le droit des patients à être soignés, ce que je trouve dramatique, mais au mois d'août cette année, une nouvelle fois, il y a eu une crise d'accès aux soins sans précédent. J'avais pensé qu'on irait vers un krach sanitaire, on n'a pas été loin, les services d'urgence avec beaucoup d'urgentistes en vacances au mois d'août, les médecins généralistes qui prennent leur congé, c'est le CHU qui doit assumer 100% de la mission de service public, et on met le CHU en tension, où il y a des cabinets d'ANS ou autres, mais il y a eu même crise, on manque de médecins au mois d'août, nos concitoyens et les médecins veulent prendre des congés, et les malades n'ont plus la possibilité de se faire soigner, et je trouve ça navrant. Alors, on est qu'au devant de la crise, c'est-à-dire que les déserts médicaux, ça va continuer. Ça va continuer pourquoi? Parce qu'en fait, l'âge moyen des médecins sur le terrain, il y en a 30% qui ont plus de 60 ans. Or, quand moi j'interroge, je reviendrai tout à l'heure, mais les médecins de plus de 50 ans, j'en ai plus de 90% qui me disent vivement que ça s'arrête. Donc on constate aussi que l'âge de départ en retraite n'est pas, comme il y a à peu près 20 ans, 67, 68 ans en médecine générale, mais c'est plutôt en médecine spécialité, c'est plutôt 62, 63 ans. Donc ils partent avant d'avoir acquis tous leurs points à la carte et la caisse de retraite. C'est-à-dire qu'ils sont limite burn-out et qu'ils n'en peuvent plus. Donc je pense que les déserts médicaux et la crise sanitaire, elle est encore devant nous. Qu'est-ce qu'on regarde pour le départ en retraite? Eh bien on constate que 80% des médecins qui s'inscrivent à la carte sont des libéraux. Et on constate que sur les nouveaux inscrits, 61% sont des salariés. Eh bien ça c'est inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on a un rapport de l'IGAS et de l'adresse qui dit que les médecins salariés, pour la même consultation de médecine générale en particulier, reviennent entre 70 et 85 € la consultation en centre de santé ou à l'hôpital en tant que salarié. Pour un médecin libéral, la consultation est à 25 € en moyenne. Donc si demain vous remplacez tous les libéraux par des salariés, vous devez passer d'une dépense en médecine de ville de 25 milliards à 75 milliards, il faudra trouver 50 milliards de plus. Donc il faut défendre la médecine libérale, parce que au même acte, elle vous coûte aujourd'hui 3 fois moins cher que la médecine salariée. Je ne critique pas la médecine salariée, loin de moi bien évidemment, je défends mes collègues qui aujourd'hui sont en grande souffrance, en particulier au CHU, mais il faut faire attention à ces chiffres-là. Et dans l'Isère, on constate cette année pour la première fois qu'il y a plus de médecins généralistes qui sont partis en retraite que de jeunes installés. Donc on a perdu 3% à 4% de médecins généralistes. Et sur le terrain, Agnès vous l'a dit, et je le confirme, aujourd'hui, nos patients, la partie les plus fragiles d'entre eux, ne peuvent plus trouver de médecins traitants. Et je rebondirai tout à l'heure sur la filière médecin traitant, qui est à mon avis en partie responsable du problème d'accès aux soins des spécialistes. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que les médecins retraités, il y en a 1 sur 2 qui continuent à avoir une activité. Donc ça, il faut le stimuler, mais je vous rappelle que ça a été demandé par la CARM et les médecins il y a à peu près 15 ans, et qu'on l'a obtenu à peu près clairement qu'il y a 2-3 ans. Donc il y a du retard entre la demande de terrain et ce qu'on a mis en place au niveau législatif pour le permettre. Alors, la démographie, probablement pas, ou en tout cas peut-être, parce que les jeunes collègues, à juste titre, en particulier parce que 70% des promotions aujourd'hui sont des femmes, elles souhaitent, comme n'importe quel autre citoyen, profiter de leurs enfants, de leur famille, et d'avoir un peu de loisir, un peu de bonheur avec les leurs, et que le médecin, comme moi, qui travaille encore 80 ou 90 heures par semaine, eh ben, c'est pas compatible avec une vie de famille de qualité, et que nos consoeurs, elles ont aussi le droit d'avoir une vie de famille de qualité. Quand on regarde toutes les études statistiques nationales, eh ben, en fait, le nombre d'heures travaillées par les médecins aujourd'hui reste encore entre 55 et 60 heures de travail par semaine. Eh ben, les jeunes qui sortent, et un grand nombre d'entre vous ici, n'envisagez pas de travailler toute leur vie, 60 à 70 heures par semaine. Eh bien, les médecins, nouvelle génération, ils ne le veulent pas non plus. Donc il faudra faire avec, parce que du coup, là où dans le temps on installait des cabinets viables, avec un médecin travaillant 60 heures, donc avec les revenus de 60 heures, avec une secrétaire et un cabinet médical, aujourd'hui, on ne peut plus. Puisqu'un cabinet médical, ça revient, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, environ 75 € de l'heure, quand un cabinet fonctionne, avec une secrétaire, ce qui est un normal, eh ben, c'est 70 € de l'heure. Donc qu'est-ce qu'ont fait les médecins? Ils ont licencié 40 000 postes de secrétaire, même si aujourd'hui le président propose d'embaucher des aides administratifs
pour les groupes, il faut quand même savoir que parce qu'on a diminué les revenus des médecins, ils ont licencié 40 000 secrétaires médicaux. Donc ça veut dire qu'on a perdu, on a eu 40 000 chômeurs de plus, mais surtout on a perdu le médecin dans sa capacité de céder. Qu'est-ce qu'on a fait donc fait les médecins? On s'est mutualisé en cabinet de groupe, et aujourd'hui dans un cabinet de groupe, on a maintenu des secrétaires et des aides parce qu'on a mutualisé le fonctionnement. Ensuite, les médecins, ils ont augmenté leur nombre d'heures. C'est-à-dire qu'avant, ils travaillaient peut-être pas autant en spécialité. Aujourd'hui, ils travaillent de 7h30 à 20h. C'est-à-dire qu'ils vont travailler un peu le soir, avant, une fois que la secrétaire est partie, un peu avant que la secrétaire arrive, pour optimiser les coûts de fonctionnement au cabinet. Aujourd'hui, on arrive à la limite de système, et le système n'est pas loin de craquer. Alors, je voulais rebondir, on en a parlé avec Agnès quand on a préparé le topo. Aujourd'hui, on peut quand même se féliciter que les urgences vitales, grâce au SAMU et dans la région, grâce à Philippe Antonex, le SAMU fonctionne. Et les urgences vitales aujourd'hui en France, elles sont prises en charge correctement, en particulier grâce aux plateaux techniques du CHU et les plateaux techniques des cliniques, en particulier les plateaux techniques de cardio, Appledon ou la lutte. Bon, le problème, c'est les urgences différées, et c'est les soins réglés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir accès à un ophtalmo, un gynécomède, un endocrino, un neurologue, c'est devenu presque impossible, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois d'attente. Sauf à avoir, comme Agnès, comme moi ou d'autres, la chance d'avoir un réseau de téléphones portables des collègues, et on arrive globalement à pousser la porte. Mais si le malade n'a pas un médecin traitant ou pas de réseau, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste rapide, c'est presque devenu impossible. Les soins réglés donc posent un vrai problème. On retrouve donc les médecins généralistes, je vous l'ai dit. Les plateaux techniques aussi se sont compliqués en travail au quotidien, c'est-à-dire qu'on va y revenir tout à l'heure. Il y a eu pour les médecins un grand nombre de nouvelles règles d'informatisation, de prescription, de contrôle, de suivi, d'évaluation, qui ont considérablement compliqué notre capacité de liberté de travail et qui nous ont mis une certaine souffrance. Le nombre d'heures administratives est devenu aujourd'hui important, entre 5 et 10 heures. La pénibilité, je défie tous ceux d'entre vous qui ne sont pas médecins d'accepter, c'est le cas de nous en neurologie, de prendre 8 jours ou 10 jours de garde d'affilée, vous êtes réveillés toutes les nuits. Tu peux faire vite alors. Donc la permanence des soins est un vrai problème, et l'autre jour j'étais au Souk d'Amu et il y a des médecins généralistes qui ont dit non, on veut arrêter la garde à 20h, à 22h. C'est pas compatible avec nos métiers, je ne comprends même pas la demande. Néanmoins, les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus être de garde 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits par semaine. Et en spécialité, on a de plus en plus de... Quand on est de garde 8 ou 10 jours d'affilée, joignable 24 heures sur 24 pendant 10 jours, soit 240 heures de joignable, avec cet été par exemple, les confrères chirurgiens vasculaires qui ont été astreints pendant 25 jours d'affilée. Donc le réglementaire depuis 10 ans a été compliqué, loi Juppé, HPST, mobilisation de Mme Touraine, l'informatisation, la télétransmission, et puis des consultations de plus en plus lourdes avec un patient qui participe, et c'est normal, mais des consultations de plus en plus longues, avec des coûts de consultation. Je vais donner des chiffres. En 88, c'est là-dessus, une consultation de médecin généraliste c'était 75 francs. À l'époque, l'heure de travail, c'était 10 francs, la place de ciné, c'était 10 francs. La consultation spécialiste, c'était 125 francs, soit 19 € en 88. Aujourd'hui, la consultation d'un spécialiste est passée de 19 € à 25. Le coût fonctionnement horaire d'un bloc opératoire d'une entreprise libérale, c'est 125 €. La castration chirurgicale pour cancer du testicule qui prend 1h30 au bloc, c'est payé par l'assurance maladie 96. Ce qui veut dire que sans dépassement de l'horaire, vous perdez 30 ou 40 €. La néphrectomie élargie pour cancer qui peut prendre 4 heures au bloc en célio, c'est payé 400 €. Donc 4 heures, enfin 125, ça vous coûte 600. L'assurance maladie vous donne 450. Je ne critique pas l'assurance maladie, je dis simplement que les problèmes de budget nécessitent aujourd'hui aux entreprises libérales d'avoir une liberté tarifaire pour au moins être capable d'adapter l'offre et d'avoir des idées. Voilà, au-delà de 50 ans, je terminerai peut-être là-dessus. Et bien effectivement, beaucoup de confrères sont à la limite du burn-out. Je voulais parler de la loi sur l'accès handicapé qui a fait que beaucoup de médecins généralistes de Grenoble ont plié leur plaque parce que certaines municipalités ont eu des comportements très agressifs. Ils ne pouvaient pas financer l'accès handicapé. La mairie de Grenoble, par exemple, aujourd'hui, les médecins généralistes qui vont faire des visites à domicile et qui n'ont plus aucune exception, et ils payent des amendes de 75 € quand leur voiture est mal garée parce qu'ils font une visite en urgence. Donc les vraies fausses billets, j'ai pas le temps d'en parler. Attention, effectivement, si la médecine libérale disparaît demain, la demande de Guy Valencien et de notre ami Patrick Pelou, il faudra trouver 50 milliards d'euros de plus pour financer. Et puis il faut vous dire la valeur de la téléexpertise, parce que ça arrive aujourd'hui dans la convention, l'avenant 6, la téléexpertise, c'est donc un médecin généraliste qui sollicite un spécialiste pour lui donner un avis. La téléexpertise, dans d'autres domaines, c'est très bien payé, parce qu'on va chercher l'expert. Dans la capacité de l'assurance maladie aujourd'hui, la téléexpertise, ce sera payé 12 €. Je doute que ça puisse permettre de valider la mise à disposition de l'informatique, la secrétaire et tout ce qui va derrière pour 12 € la consultation de téléexpertise. Deuxième avis.fr, site de télémédecine et de téléconsultation privée aujourd'hui, deuxième avis pour 300 € la consultation, et les autres prétendent qu'ils ne gagnent pas d'argent.
Donc l'avenir, redonner goût aux carrières libérales, peut-être faire des cours en faculté pour faire en sorte que le monde libéral soit quand même cool. Or aujourd'hui, nos jeunes collègues ne le connaissent pas. On pouvait remplacer le montant dès la 6e année. Aujourd'hui, ils ont une licence de remplacement qui les ramène plus loin. Revaloriser des honoraires et puis valoriser la bienveillance et la compétence. Le paradoxe du système, ce sera ma conclusion, c'est que plus vous êtes bienveillant, plus vous êtes dévoué, plus vous êtes compétent, plus vous passez du temps avec vos malades et moins vous gagnez votre vie, plus vous êtes en souffrance personnelle et plus vous êtes en difficulté. J'avais proposé à l'époque à Mme Bachelot que dans la OHPST, elle fasse évaluer les services en évaluant la satisfaction des patients. Qu'on fasse la même chose pour la ville ou pour les hôpitaux. Que le patient évalue son soignant. Et si le soignant il a 19 ou 20, il faut que l'assurance maladie, les financeurs aillent lui donner encore plus. Or aujourd'hui on fait l'inverse. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est ceux qui ont la capacité d'être indifférents à la souffrance de l'autre qui aujourd'hui s'en sortent le mieux. Et ceux qui sont compatissants et bienveillants aujourd'hui, d'ailleurs il y a peu de médecins qui sont là aujourd'hui, ils sont au travail 24 heures sur 24, ils sont en souffrance et ils s'arrêtent parfois malheureusement. Et donc, dernière chose, Philippe, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai vu plein d'aides financières par la région, par le conseil départemental, par les municipalités, par la CPM, mais il faut travailler du conseil de l'ordre avec les syndicats parce qu'il faut décloisonner les choses, permettre des exercices différents. Je me tais, je m'arrête, j'ai fini, merci à tous.